Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici à un nouveau rendez-vous de votre émission, le débat du jour. Pour rappel, je vous informe que le débat du jour, c'est une émission, un plateau de décryptage de l'actualité sur le plan aussi bien national qu'international. Et comme à l'accoutumée, je reçois deux invités. Anissé Diyo, journaliste, éminent journaliste, il est. Et à ma droite, Richafa que vous connaissez déjà, mais je me ferai le devoir de vous dire son titre. C'est un consultant en stratégie de communication. Richafa, bonjour. Bonjour, cher ami Balao. J'ai oublié de rendre le bonjour à Anissé Diyo. Mieux vaut tard que jamais. Ah, mieux vaut tard que jamais. Bonjour Aristide, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour la sagesse. Alors, mesdames et messieurs, nous allons aborder un gros point aujourd'hui, la sortie du chef de l'État. Et de la sortie, nous allons passer au pays fin 4 points essentiels. Nous allons parler de la révision de la Constitution que le chef de l'État a abordée. En point 2, nous parlerons de la sortie des pays du Sahel, pour ne pas citer le Niger, le Mali, le Burkina Faso, de la CEDEAO. En point 3, nous parlerons du Sénégal. En fait, nous irons au Sénégal pour parler de la situation qui y prévaut. Et nous reviendrons à la fin pour aborder la situation du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Et comme je vous l'ai dit à l'entame, j'ai à ma droite Guy Jaffa, consultant en stratégie de communication, qui va faire cet exercice avec nous. Et en face de lui, Anissé Diyo, journaliste. Alors Guy Jaffa, vous avez suivi de bout en bout la sortie médiatique du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites de façon ramassée? Bien, je vous salue, M. Aristide. Merci. Salut mon frère Anissé. Et salut les téléspectateurs, j'espère que le week-end s'annonce bien. Pour revenir au sujet, j'ai effectivement, comme tout le monde, à l'instar d'ailleurs de tous les Béninois, suivi le chef de l'État hier dans sa conférence de presse. Et tout de suite, ce qui m'a marqué, d'accord, c'est l'homme. Je ne dirais pas un revirement, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, au moins, le chef de l'État a essayé, tant bien que mal, de nous convaincre de la nature de la personne, de ce que nous pouvons effectivement attendre de lui durant les 2 années qui arrivent. Et je préfère dire tout de suite, et je préviens d'ailleurs tous les Béninois, que ce sera dur. Que ce sera assez dur. Que ce sera assez dur. Assez dur. Est-ce lui qui l'a dit ou c'est vous qui... Non, c'est moi qui le dis. C'est votre analyse. C'est moi qui le dis, c'est mon analyse. Oui. Parce que j'ai remarqué hier une personne, quand il s'est agi de donner son avis, de dire s'il est oui ou non pour la révision de la Constitution ou pas, il a essayé, d'accord, dans un jeu de mots, de nous dire non. Mais il n'a pas été pour moi convaincant. En réalité, tout porte à croire, à travers ce qu'il a dit, en tout cas la lecture que moi j'ai de cela, c'est qu'effectivement il y aura une révision de la Constitution. Et il peut convaincre, il peut essayer de convaincre qui veut, bien entendu, ce que lui n'est pas pour. Je dirais plutôt qu'il est pour et qu'il fera tout pour. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il a reçu les démocrates, avec leur président, et quand l'ancien président Boniaï lui demandait est-ce que la libération des prisonniers, il a clairement dit non.
Je vous ai déjà dit, Monsieur le Président, je ne vais pas libérer Madougou. C'est clair. En le disant, il a été convaincant, ça a été clair. D'ailleurs, même le sentiment que nous avons eu ce jour-là, c'est le sentiment d'un homme qui ne veut pas pardonner, qui ne pardonne pas. Aujourd'hui, pour dire, je ne soutiendrai pas la révision constitutionnelle, il explique. Il dit, c'est ma conviction, et si et ça, mais si on veut, si les gens veulent, c'est quand il donne l'impression d'une personne qui ne veut pas, mais c'est comme si c'est déjà joué d'avance. C'est comme si c'est déjà joué d'avance. Et c'est que ça va peut-être se faire, bon, mais il dit, bon, je ne suis pas. Mais écoute, s'il y a révision, moi je n'ai pas la possibilité de venir. Non, mais je suis contre. Non. De la même manière, quand on l'a dit, est-ce que vous soutiendrez la loi d'amnistie? Il a dit non, je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pourquoi il ne dit pas de manière claire hier, je ne soutiendrai pas une révision de la Constitution, je ne veux pas de révision de la Constitution? Il le dit de manière ferme, exactement avec le même ton. Donc, le même caractère qu'il a utilisé pour dire je ne pardonne pas Madougou, je ne sors pas Madougou de prison. Pourquoi il n'utilise pas la même fermeté cette fois-ci? Et qu'il a l'air de quelqu'un qui, bon, c'est comme si c'est déjà joué d'avance. Ça peut venir, comme ça peut ne pas venir, mais pour l'heure, moi, ma décision, c'est que je ne veux pas. Et je ne veux pas, quand vous allez me donner la parole plus tard, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer ce que moi je pense. En attendant de vous donner la parole, je la passe à Anicet Dijo. Quelle analyse faites-vous de la sortie du chef de l'État par rapport au point de la révision de la Constitution? Moi, je voudrais aller d'abord sur la forme. Et vous dire que je suis en train de voir notre président de la République mener une vie explicative. Et il n'avait pas l'habitude de 2016 à cette dernière semaine. C'est maintenant, il s'adonne aux médias, il saisit toutes les occasions pour expliquer des choses. C'est lui qui explique. Aujourd'hui, on voit un chef d'État qui doit des explications à son peuple. En fin de mandat, à la veille de son départ, il est obligé de donner des explications. Quand on en arrive là... N'est-il pas dans la sagesse et dans l'humilité? Non, on veut louer ça. Si c'est la démarche vers la sagesse, que veut le peuple? Donc, je vois un chef de l'État en train d'expliquer. Sur le sujet, là, je vais au fond du... La révision, quand il dit qu'il n'est pas initiateur, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va départir le BR ou bien l'UPR de la gestion du pouvoir d'État, de la gouvernance talent. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Ce n'est pas aujourd'hui qu'une initiative serait prise sans la caution morale de Patrice Talon. Et ça devrait arriver depuis quand? Non, je vous dis, ce n'est pas aujourd'hui que le BR va initier de façon unilatérale une révision sans l'assentiment du chef de l'État. Donc, moi, je ne crois pas. Et nous, ici, nous ne faisons pas le procès du BR, ni du chef de l'État, ni d'un parti pro-gouvernemental. Voilà. Mais il faut reconnaître que sur ce sujet, il y a des énigmes. Je rejoins M. Guy Chafa. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Quelque chose se trame. Quelque chose se trame. Et c'est les jours à venir qui vont nous édifier. Les jours à venir qui vont nous édifier. Quelque chose se trame comme quoi? Quelque chose se trame parce que quand on parle de l'explication que donne le chef de l'État sur sa gouvernance, sur ses intentions de fin de mandat, sur son départ en 2026, c'est dans une suite logique. Est-ce que vous rejoignez Guy Chafa qui a l'impression que la Constitution sera révisée? C'est ce qui se trame selon vous? Plus loin, le chef de l'État assure que aucune virgule de la Constitution ne sera touchée. Il rassure que l'article 42 avec ses alinéas resteront intacts. C'est bien. Mais pourquoi on est obligé de donner ces précisions? De donner ces précisions. Pourquoi on est obligé d'expliquer des choses? Pourquoi on est obligé de dire l'intention, ce n'est pas une révision, nous n'allons pas vers une nouvelle république. C'est parce qu'en temps, on n'a jamais rassuré le peuple.
De 2016 à aujourd'hui, le peuple n'a pas été rassuré. Donc, on est obligé de commencer par forcer la confiance. Moi, je le vois dans un rôle de forcing. Le passage de force, il est en train de forcer la confiance du peuple. Ben, le peuple est mature, le peuple béninois est mature. Ce qui se fait, ce qui se trame, et moi je dis toujours, ce n'est pas seulement le noyau, le peu d'hommes qui entourent le chef de l'État et lui-même. Ce n'est pas seulement eux qui sont intelligents, qui sont des génies en tout, et puis à preuve, ils ont fait un code électoral qui présente des carences, et c'est les carences de la 8e législature que nous traînons dans la 9e, et d'autres pensent qu'il faut extrapoler la 9e législature pour aller à la 10e pour aller régler ça. C'est une fuite en avant qui ne règle rien comme problème. Donc, si leur génie était à 100%, était parfait, on n'aurait pas arrivé à ces problèmes-là. Oui, mais vous venez de parler de carence de la 8e législature. Donnez-nous... Non, j'ai parlé de la carence du code électoral. Ok, le code électoral voté par la 8e législature. C'est à la type de la 8e législature dont le président de l'Assemblée, Louis Baoun Vlavonou. Donc, c'est encore lui qui est là. Et s'ils ont l'intention de corriger, ils vont corriger. Mais pourquoi extrapoler la 9e législature pour dire, bon, un problème d'hier, au lieu de régler aujourd'hui, on dit non, attendons demain. Quel demain? Et la 10e législature. Non, nous sommes en politique. Ce n'est pas seulement eux qui ont la politique, qui maîtrisent tout, qui peuvent tout faire à leur guise. Donc, nous observons et vous devez savoir que ce que nous faisons, c'est notre critique citoyenne. Oui. Ce n'est pas au-delà de ça. OK. Vous avez dit, si vous donnez la parole, vous avez quelque chose à ajouter au regard de... Je vais être un peu plus technique. Oui. L'histoire de la révision est arrivée quand? L'histoire de la révision est arrivée après qu'un citoyen ait saisi la Cour constitutionnelle. Il a réussi à soulever des questions assez pragmatiques. Exemple, le chevauchement. Et le chef de l'État l'a expliqué hier dans toute sa démonstration. Je voudrais d'ailleurs voir sa démarche. Parce que dans ses explications hier, c'était quand même assez clair. Je ne m'attendais pas à un monsieur assez technique comme ça, un monsieur qui comprend ce dont il parle. Il a bien expliqué hier. Le chevauchement de 2-3 jours, peut-être au plus 5, qu'il y avait entre la date des élections, la date du dépôt des dossiers au niveau des présidentielles et la prise de fonction de certains maires. Ce qu'il a oublié de mentionner, c'est ceci. Et je veux bien croire qu'il a oublié. En réalité, il a oublié ou bien il n'a pas voulu aborder ça. Je veux bien croire qu'il a oublié. Je veux croire à la personne. Je veux bien croire qu'il a oublié. Il a dit qu'il y a un chevauchement et que dans l'esprit de la loi en 2019, quand on modifiait la Constitution en 2019, l'esprit était que ce soit les députés de 2026 qui parrainent les élections présidentielles de 2026. Malheureusement, il dit qu'il y a des erreurs qui se sont glissées dans le code électoral. Les erreurs ne se sont pas glissées dans la Constitution. Pour le moment, il ne reconnaît pas encore qu'il y a des erreurs dans la Constitution. Les erreurs ne sont que dans le code électoral. Et il dit, je n'ai pas demandé une révision constitutionnelle, j'ai demandé qu'on fasse en sorte, d'accord, que ce soit les députés de 2026 qui parrainent les élections de 2026, que ce soit les maires de 2026 qui parrainent les présidentielles de 2026. C'est ce qu'il a demandé. Et tel que ça se passe, la Cour est allée même plus loin en disant non. Étant donné qu'il y a chevauchement, tel que c'est marqué dans la Constitution, ce n'est que les députés de 2023 qui pourront parrainer les présidentielles de 2026. Par contre, il y a certains maires qui ne seront pas encore installés. Et en ce moment, ils ne pourront pas parrainer. Donc, il faut aller modifier le code électoral pour que ces maires
pas les députés. Parce que pour la Cour constitutionnelle, c'est clair. C'est les députés de 2023 qui peuvent parrainer les élections présidentielles de 2026. Non, pas légitime. C'est eux, légitime selon la Constitution, selon ce qui est écrit dans les textes. Mais par contre, le chef de l'État dit pour lui, et dans l'esprit de la loi qui a été initiée en 2019, c'est les députés, en principe, les députés de 2026 qui sont habilités à parrainer les élections présidentielles, pareil que les maires. Bon. Et il demande pour ça, il a demandé une proposition aux députés démocrates. Alors que le piège est ici. En réalité, si ce n'est que pour modifier le code électoral, le chef de l'État n'a pas besoin des députés démocrates. Parce que pour modifier le code électoral, c'est une loi ordinaire. Oui, c'est une loi ordinaire. Vous avez encore 30 secondes. C'est une loi ordinaire. Le code électoral est une loi ordinaire. Pour le modifier, nous n'avons pas besoin des 4/5e pour aller faire cette modification-là. Donc, les députés démocrates ne valent absolument rien. OK? Mais pourtant, il a pris le soin de les recevoir. S'il n'avait pas l'intention de réviser la Constitution, si dans sa tête, pour lui, ce n'est pas la modification de la Constitution, il n'aurait pas demandé aux députés démocrates de venir. Il a tout simplement demandé à Alassane Djerou ou aux députés BR ou UP, corriger le code électoral, un point de trait, et puis on passe à autre chose. Et quand il dit, je ne souhaite pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution, je vous dis, même s'il a envie que les députés de 2026 parrainent les élections présidentielles de 2026, il n'a même pas besoin de faire une modification du code de la Constitution. Il n'a même pas besoin des démocrates pour le faire. Non, mais s'il a invité les démocrates, est-ce que ce n'est pas pour les rassurer? Non, il n'a invité personne. Le chef de l'État ne rassure personne. Il n'a rassuré personne depuis. Et il dit, son problème à lui n'est pas de rassurer quelqu'un. Tout ce que lui fait, il le fait. Tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Il se donne les moyens de le faire, il le fait. La preuve, on en est là aujourd'hui. Si on est bloqué, c'est parce qu'il n'a jamais voulu composer avec d'autres personnes, des personnes qui parlent autre langue que lui, autre langage, que lui, qu'on en est là. Si on avait consulté les bonnes personnes, il n'y aurait pas eu chevauchement. Nous avons eu une constitution de 1990 jusqu'au jour où lui partait. On n'a pas eu ces problèmes-là, des problèmes de chevauchement de date et tout. Ça veut dire qu'il y a des personnes quand même réfléchies dans ce pays qui ont travaillé à un moment donné. Et nous ont produit des conclusions, des travaux assez sobres qui ont permis de gouverner le Bénin tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation... Donnez-nous quelques exemples. De quoi? Des bonnes personnes, les personnes... Non, je ne vais pas citer les exemples. Il ne s'agit pas de citer les exemples. En fait, ce dont on parle est beaucoup plus sérieux. Je vais continuer le développement. Donc, quand je disais tout à l'heure, pour modifier le code électoral, c'est une loi ordinaire, le code électoral. On n'a pas besoin des députés. On n'a pas besoin des députés démocrates pour le faire. D'accord. Bon, je n'ai pas fini. C'est là que vous allez comprendre le Vous avez encore 20 secondes. Quelles que soient les secondes que vous me donnez. Si vous voulez qu'on dise tout, on va dire tout ici. Si vous voulez mais on ne peut pas tout dire non, ici non, et il s'agit maintenant. je ne sais pas, monsieur Anissé, si vous comprenez. Il s'agit en fait d'un débat. C'est ça en fait. Mais nous sommes limités par le temps. Je ne dis pas non. Donnez-nous le temps. C'est une consultation. Vous avez appelé en tant que consultant, pas en tant que politique. Oui, mais nous allons consulter par rapport à plusieurs sujets. On ne va pas passer tout le temps sur un seul sujet. Quoi qu'on dise, dans mes explications, oui. On n'a pas besoin des 2/5, donc on n'a pas besoin des députés démocrates pour aller modifier le code électoral. Le chef de l'État les a consultés et leur a dit ceci. Allez-y, faites-moi une proposition. Dans la foulée, et lui-même il explique qu'il a dit, quand il a consulté certainement ceux qui sont de son bord politique, il a eu l'impression que les députés actuels ont envie de parrainer les présidentielles. Et qu'il leur a dit, bon, si vous avez envie de parrainer les présidentielles, il n'y a pas de problème, mais vous intervertissez l'ordre des élections. Ça veut dire que le problème en réalité de la révision de la Constitution ne vient pas de Alassane Sébou, mais ça vient de lui, après qu'il ait rencontré ceux qui sont de son bord politique. Il leur a dit, si vous devez parrainer les présidentielles, ça ne me gêne pas, mais vous intervertissez l'ordre des élections. Ça veut dire qu'en réalité, ce que Alassane Sébou a présenté au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de son initiative. Je n'ai même pas inspiré, c'est de son initiative. Il faut qu'on soit clair. C'est à son actif. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, je vous dis, le piège, voilà le piège. Vous savez,
ton piège tarde à venir depuis là. Oui, j'ai déjà dit, je viens. Ah, oui, alors, je vais vous dire. Soyons clairs, cette révision constitutionnelle, c'est bel et bien la volonté du chef de l'État. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est à travers les faits, tous les faits, à travers tout ce qu'il a dit hier. Oui, c'est votre analyse S'il avait envie de de ce qu'il cacher a quelque dit. chose, il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit hier. Ça a été clair pour moi. Et pour chaque Béninois, c'est ce que je souhaite, que ce soit clair que le chef de l'État souhaite une révision constitutionnelle. Maintenant, je vous dis une chose. À quelle fin? La dernière chose. À quelle fin? Puisque, visiblement, il dit qu'il ne veut pas modifier, il ne veut pas s'éteindre, qu'il est même prêt, au besoin, à raccourcir de 2 ou 3 mois son mandat pour qu'on puisse intervertir lors des élections et que les présidentielles passent à nous. À quelle fin? Pourquoi, après avoir volé 46 jours, il veut retourner derrière encore? Pourquoi? Parce que moi, je considère que ce qui s'est passé en 2021, c'est ça, hein? Ce qui s'est passé en 2021, les 46 jours là, c'est du vol. Non, moi, je crois qu'il s'est accordé quelques jours de plus. Voler, on ne peut pas voler. D'accord, si le mot est trop fort, je retire, accordé. Ou bien si vous voulez, on lui a accordé, les députés lui ont accordé en modifiant la Constitution. Il n'y a pas de souci. Mais en ce moment-là, à quelle fin? Pourquoi il veut retourner derrière aujourd'hui? En fait, le piège est là. C'est de savoir exactement, au-delà des explications qu'il a données et qui pour moi ne convainc pas et ne devrait convaincre aucun Béninois, c'est de savoir quelle est la raison, quel motif, pourquoi exactement il a envie aujourd'hui, après avoir pris 45 jours, après avoir indûment pris 45 jours, pourquoi il souhaite aujourd'hui perdre 2 mois, 3 mois. Parce que je vais vous dire quelque chose, nous sommes en politique et il a dit, c'est les intérêts qui guident le monde. Personne n'acceptera perdre un seul centime s'il ne gagne pas quelque chose en retour. Oui. Je vous sais respectable et respecté consultant en stratégie de communication. Si on vous laisse toute la journée sur ce seul sujet, vous n'allez pas en finir. Vous avez posé une question. Oui. Bien que ce soit moi qui pose des questions ici, mais je retourne votre question à Anicet Dio. Peut-être qu'effectivement, lui, il est journaliste. Donc, côtoyant les politiciens, tous les... Vous n'avez plus la parole, oui. Moi, je ne saurais répondre aux intentions du régime en place. C'est surprenant. Et comme l'a dit Guy, on peut analyser, on peut faire des supputations, mais nous sommes dans un jeu politique, effectivement. Et 2026, l'enjeu primordial, c'est la présidentielle. Et que ce soit les démocrates, que ce soit l'UP ou bien le BR, que ce soit même les partis qui n'ont pas de représentants au Parlement, les FCBE, le Mouvement populaire de libération, MOEL ou Renaissance nationale, GSR, NFN. Chacun aspire à la magistrature suprême. Chaque formation politique aspire à la magistrature suprême. Donc, si le régime en place, en inversant l'ordre, en inversant le calendrier électoral et faisant passer en première position la présidentielle, pourrait tirer le drap de son côté, ils vont le faire. S'ils ont eu la réflexion, bien ils ont fait leurs analyses et leurs points, ils pensent que bon, on passe la présidentielle premièrement, et d'abord le parti qui va remporter la présidentielle de 2026, vous êtes d'accord que c'est ce parti qui va gérer pour 5 ans encore. Donc l'enjeu c'est autour de la présidentielle. Les législatives et les communales qui viendront après importent peu. Et un président en exercice a les possibilités, avec les moyens de l'État, avec sa posture, avec tout ce qu'il faut pour s'accommoder une majorité. Donc, si on veut faire les choses à dessein pour remporter la présidentielle rapidement en 2026, je suis sûr d'un fait, si le régime en place remplit, pas avec un certain candidat, Patrice Talon, il ne sera plus candidat. Il sera plus candidat. Si le régime... Qu'est-ce que vous faites le dire? Non, les tests sont clairs. Il n'y a pas de thaumaturgie dans ça. Quand il explique même qu'il n'y aura pas troisième, non, il n'y en aura pas. Est-ce que la Constitution a été révisée? Non, laissez la Constitution, tout ça. Moi, je vais vous dire un truc. Oui. Autant que nous craignons,
la déstabilisation d'un État. Oui. Nous craignons la déstabilisation de nos États. C'est arrivé au Niger et partout. Autant que citoyens nous sommes, nous craignons. Le chef de l'État aussi craint. Il craint. Il vous l'a dit. Il ne va pas vous le dire à haute voix. Il ne peut pas s'offrir un troisième mandat dans le contexte actuel. Prenons la situation partout en Afrique. Vous le prenez pour un peuré? Non, 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 non. Le gars Nous dit... sommes en... Non, laisse. On ne peut pas exagérer jusqu'à ce point. Lui-même, il sait. Le monsieur n'est pas d'accord avec Macky Sall qui fait une prolongation de mandat. Mais ce n'est pas lui. Il n'y a même pas de magie pour que le chef de l'État actuel se donne un troisième mandat. Et, il sera combattu dans son propre camp d'ailleurs. Ça, je vous donne l'assurance. C'est les UP et les BR qui vont le combattre. Parce que ce ne sont pas des moutons quand même. Hein. Ils ne sont pas dans l'instinct grégaire. Ils ne vont pas lui tout donner de 2019 à 2026 et au-delà. Je ne doute pas de tout le monde. Oui. Gouverner, il n'y a pas une école pour apprendre la gouvernance. Et qu'est-ce qu'on demande? C'est notre chose, on confie à quelqu'un, la personne n'a qu'à gérer. Donc, ce n'est pas de la magie. Il y a plus de présidentiables. Il y a assez de Patrice Talon en herbe dans les UP et les BR. Il y en a plein de Patrice Talon qui peuvent gérer à partir de 2026. Donc, fermons ce débat. Ne nous attardons pas sur le fait qu'il y a une possibilité. Non. Il est dans son dernier et second mandat, selon la Constitution. On ne peut pas... La Constitution qui est sensible à toucher, sur quoi on discute tout le temps. On ne va pas modifier ça pour le plaisir d'un seul individu. Donc, je vous en prie, n'allons pas en arrière pour parler de la possibilité. Il n'y a pas cette possibilité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette situation. Et retenons qu'en ramenant la présidentielle en avant, en inversant le calendrier électoral, ça part du jeu politique. Si les acteurs politiques ils saisissent l'enjeu mieux que nous, et ils vont rentrer dans la bataille et gérer. Et ce n'est pas les hommes des médias ni les consultants qui vont faire le travail à la place des politiciens. La classe politique a son rôle à jouer. Si dans ce jeu, le chef de l'État arrive à les dribbler, parce qu'il sait les dribbler depuis 2016. Et moi, je vous dis, c'est un match retour entre le camp Yahi et le camp Talon. 2026, c'est un match retour, ça va se faire. Donc, si le camp Yahi se laisse dribbler, on va continuer. La République va continuer à vivre. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation au Niger. Non, au Sénégal. Au Sénégal. Non, vous avez parlé... La prolongation du mandat de Macky Sall. Mais avant ça, vous avez parlé de la situation en fait qui fait peur, qui ferait peur à notre président. Nous sommes craintifs. Voilà. Donc, vous voulez évoquer ce qui s'est passé au Niger, au Mali, au Burkina, les push, vraiment tous azimuts. Et ces trois pays sont sortis de la CEDEAO. Nous allons parler de cette situation en deux points. Et là, quelle appréciation en fait vous? Non, vous savez, ils ne sont pas encore sortis. Hein. Ils ont émis l'intention. Oui, ils sont à la porte. Non, la CEDEAO a rejeté. C'est là que vous ne comprenez pas. Non, non. Les gars ont dit. Non, j'ai la parole. J'ai la parole. Et vous savez, le traité révisé de la CEDEAO, et le traité révisé en 1993, l'article 11 stipule clairement que pour sortir de la CEDEAO, là, il faut aviser la CEDEAO 1 an par avance. Donc, les États de l'Alliance du Sahel, aucun d'eux n'a donné de préavis à la CEDEAO. Si on va s'en tenir aux tests, qui veuille ou non là, ils sont encore dans la CEDEAO pour 1 an à venir. Pour 12 mois, les 12 mois à venir. Donc, comment on ne peut pas, si on doit tout faire
en piétinant les tests, en bafouant les tests, même pour des institutions continentales, ce n'est pas bien. Donc, ils doivent se patienter encore s'ils veulent sortir. Ils ont encore le temps de réfléchir parce que, au-delà de l'article 91 qui dit qu'ils doivent donner un préavis, il y a aussi les raisons qu'ils ont évoquées que la CEDEAO ne reconnaît pas, que la CEDEAO arrive à contredire. Mais dans le même temps, ces pays bafouent aussi, ne respectent pas, c'est-à-dire les décisions de la CEDEAO. Bon, moi je ne vois pas les pays parce que je vois des régimes militaires. Oui. Qui gère ces pays-là. Quand le corps habillé arrive à désobéir, rien ne le retient. Ils sont de nature à gérer les choses comme ça. Donc, si c'était un civil, il serait encore sensible aux tests et il serait encore respectueux des institutions. Mais comme c'est des corps habillés, ils savent que après Dieu, ils ont les âmes. Après Dieu, ils ont tout ce qui incarne leur fonction. Donc, eux, ils s'en foutent des tests. Peut-être qu'à l'heure où nous sommes, que ce soit Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou bien Tiani du Niger, peut-être qu'il y a des pièges ou bien des conséquences qui vraiment vont découler de leur intention de quitter la CEDEAO. Peut-être qu'eux ne savent pas. Il faut des experts pour les éclairer. Ils vont sortir de la CEDEAO. Mais ils ont encore du temps pour revoir, trouver les experts, pour analyser les faits et autres. Ce n'est pas vraiment un truc, on peut rentrer dans la CEDEAO aujourd'hui, sortir demain. Bon, s'ils veulent sortir, s'ils veulent se désolidariser ou bien quitter le tutorat des colons et quitter le néocolonialisme, tout ça, c'est du panafricanisme, c'est bon. Mais il faut aller par étapes. C'est bien, tous les Africains veulent les applaudir, mais comment faire les choses dans les règles de l'art? Moi, je ne suis pas contre les États de l'Alliance d'Israël qui continuent dans la CEDEAO ou pas. Moi, D'accord. Guy-Java, selon vous, pourquoi ces pays du Sahel, après tout ce qui s'est passé, ont décidé de sortir de la CEDEAO, en fait, de l'Union africaine? Certains ont même renvoyé les agents de l'ONU et au-delà. Qu'est-ce qui les a motivés? En réalité, il y a un problème fondamental que j'ai l'impression que nous occultons tous. Il faut que nous revenions à la chose. Les gars disent qu'ils veulent sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus entendre de la domination française. Ils ne veulent plus de la France. Ils ne veulent plus rien entendre. Tout ce qui a trait. C'est tout. Ils n'ont plus aucune envie d'entendre parler de la France. Oui, et comme ils savent. Mais la CEDEAO, c'est une institution africaine. Non, on le sait tous. On sait tous que c'est une institution sous-régionale, oui, c'est vrai. Moi, j'ai entendu le développement du chef de l'État hier. Moi, j'ai aimé. Il a été quand même convaincant. Il a dit ce qu'il a dit. Il a donné des exemples assez plausibles. C'est vrai. Mais le problème, c'est que les gars ont dit on ne veut plus entendre parler de la France. Et puisque vous êtes arrivés à la France, vous faites des choses comme si c'est la France qui vous gouverne. Il n'y a pas de souci. Et on traite d'ailleurs même talent de colons. D'accord, d'appendices de la France et tout. Bon, à partir de ce moment, ils n'ont plus aucune envie de traiter avec les pays qui s'accouplent avec la France et qui prennent des décisions sur les intérêts français. C'est tout. C'est leur problème. Maintenant, si on a envie qu'ils restent, il n'y a pas de souci, il faut poser les pas. Et ils ont déjà posé les pas, ils ont dit leur pays se désolidarise. Ils ont révisé tous les traités qui les liaient avec la France. L'autre, comment il s'appelle, le président burkinabé est allé même jusqu'à donner des exemples que lui, ils ont envie de faire des opérations chez eux parfois et ils se retrouvent bloqués. Ils sont obligés d'aller passer des armes. Maintenant, ils veulent acheter des armes chez la France. La France dit non, on ne peut pas vous vendre ces armes-là. Aujourd'hui, ils ont des contrats avec d'autres pays qui, a priori, leur offrent tout et qui leur permet aujourd'hui de défendre leur population. Le problème, c'est que le terrorisme est là, c'est à leur porte. Et tous les jours, ils vivent avec. Il n'est même plus à leur porte. C'est carrément, je ne sais pas, ils dorment avec les terroristes aujourd'hui. Et ils savent, et ils prennent des moyens, surtout de prendre des moyens pour lutter contre ces gars-là. Ils disent que la France est restée, ils sont restés partenaires avec la France tout le temps. La France n'a pas pu faire quelque chose. Ils ont décidé de se retirer. C'est bon, ils ont fait des coups d'État, c'est pas normal. On leur demande de revenir à leur conditionnel, ils ont dit de leur donner du temps. Ok, tout ça, c'est normal. Moi, je dis, chacun tire le droit de son côté.
Parce qu'ils n'ont pas intérêt, effectivement, économiquement, ils n'ont pas intérêt à sortir de la CEDEAO. C'est eux, en fait, c'est leur population qui paie. La vérité est là. Maintenant, s'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir, ok, il n'y a pas de souci. Qu'ils s'en sortent. Ils ont dit, vous parlez de moratoire de combien? De 1 an. Vous blaguez, hein? Le monsieur a dit, moi j'ai suivi l'entretien qu'il a eu avec France 24, il dit, avec, comment vous appelez, Aleph Oka. Oui, Ibrahim. Il dit la CEDEAO c'est du passé, on ne reviendra plus jamais derrière. Le gars dit, c'est comme si je veux sortir de votre maison, vous me dites que... Ibrahim Traoré, lui, je suis de quoi? Non, sûr de rien. Il ne gouverne pas immaturité même. Ce que je souhaite, c'est de voir à travers la décision qu'ils ont prise, de voir qu'est-ce qu'ils veulent. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent plus entendre parler de la France. Ils considèrent la France comme le pays qui les a arriérés, qui les suce, qui les fait ce qu'il faut. Et ils ont un sentiment anti-français grandissant, que ce soit au niveau des chefs d'État qu'au niveau de la population. Vous ne direz pas non également aussi au Bénin. On a ce sentiment-là dans la population, on n'a plus envie d'entendre parler de la France. Et vous pensez qu'un jour, le Bénin en arrivera là? Moi, je prie un jour. Ça va venir. Moi, je prie un jour. Je ne prie pas pour qu'on quitte complètement, qu'on quitte la CEDEAO, bien que non. Je ne prie même pas pour qu'on laisse tomber les Français. Vous savez, autant les Français ont besoin de nous, autant nous avons besoin d'eux. Je trouve qu'on doit plutôt voir une possibilité, d'accord, de reprendre la collaboration que nous avons. C'est ça le problème. Si nous n'avons pas là, si nous ne sommes pas capables aujourd'hui, si la France n'est pas capable de nous traiter d'égal à égal, le problème se posera toujours. Donc, le fait qu'il soit parti, et quand j'entends le chef de l'État, il a dit oui, ce n'est pas parce que nous gouvernons, nous sommes chefs d'État aujourd'hui, que nous ne nous entendons pas sur des questions que nos peuples doivent se diviser. Nous ne sommes pas élus, nous ne sommes pas présidents de la République pour diviser nos peuples. Ça, c'est une vérité. D'accord? Et quand il leur demande de revoir, c'est normal. Dans cette posture, le Niger apporte forcément quelque chose au Bénin. Le Burkina apporte quelque chose au Bénin, comme le Bénin apporte également au Niger, au Burkina. Pareil pour le Togo et tous les autres pays de la CEDEAO. On s'entraide, nous vivons dans une communauté. Alors, si quelqu'un décide de se désolidariser, on est obligé de lui dire, écoute, le peu que tu nous apportes, on en a besoin. Nos populations ont besoin de ça. C'est pour ça qu'on est en communauté. Donc, on va l'appeler. Mais je trouve qu'au lieu, d'accord, de chercher, ils ont regretté leurs sanctions, les différentes sanctions qu'ils ont infligées à ces pays, ils le regrettent. Le chef de l'État l'a dit hier, c'est vrai, bon, peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire, mais ils l'ont fait. Il faut revenir derrière, ils vont essayer de voir. Et il a dit, il est en train de voir comment ils peuvent, laissons-le le gérer. Mais je dis, sur la question du départ de ces pays-là, ils ont raison ou pas. Le problème, c'est de savoir, c'est de reconnaître que le sentiment anti-français qui anime ces pays, ces populations en ce moment, est beaucoup plus grand. Et eux, ils ont décidé d'aller vers le peuple. Oui, vous avez dit que le Bénin serait sur la liste. Non, vous voyez, il y a un truc non, que... J'ai dit oui, que ce serait bien que nous-mêmes on réfléchisse dans ce sens. Dans ce sens. Pas quitter la CEDEAO, mais à se départir de la France. Moi, ce que dit Guy, je vais vous expliquer. Tout est encore possible. Je ne crois pas que Assimi Goïta ait une dent personnelle contre Alassane Dramane Ouattara ou bien Tinubu ou bien Patrice Talon. Mais c'est les chefs d'État qui se retrouvent au sein de la communauté, de la CEDEAO. Mali discute parallèlement avec la Côte d'Ivoire. Le Bénin discute parallèlement avec le Niger. Les liens de fraternité, d'amitié ne sont pas rompus. Si au sein de la CEDEAO, ils veulent faire quelque chose de bien, c'est de commencer une négociation et écouter les partis, les États de l'Alliance du Sahel. Et si c'est que la condition sine qua non est qu'on retire la France de tout et que la CEDEAO va mieux se porter, que les États, ils sont 15 pays actuellement, donc qu'il faut que la négociation peut se faire entre les chefs d'État. Et moi, je pense qu'il faut aller par concession, il faut aller par négociation. Oui. Il faut trouver un consensus, il faut savoir faire les choses. Voilà, il faut trouver un consensus. Nous irons à présent au Sénégal pour parler de la situation qui... Voilà une situation aussi qui fait rire. Là, nous n'allons pas tarder sur ce sujet parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement à sa fin. Tout Africain. Vous avez 1 minute
Guy-Diawa. Même 30 secondes si vous voulez. Tout Oui. Africain doit regretter la situation du Sénégal. C'est un autre coup d'État qui vient d'être fait. Constitutionnel. Constitutionnel. Oui. Et là, nous devons tout faire, je dis tout faire pour que de ces genres de choses n'arrivent pas. Oui. Il faut punir sévèrement Macky Sall. Il faut que ses pairs lui disent et qu'il se désolidarise de cette décision-là. Donc quand même. Mais la CEDEAO encore vient à l'épreuve, remis. Elle revient à l'épreuve, bien sûr, on va voir comment ils vont traiter. La CEDEAO condamne déjà la France, tout ça. Mais je vous dis. Là vous prenez déjà une partie de votre temps de parole. Oui, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Macky Sall n'est pas un exemple démocratique. Ce n'est pas un chef d'État. Ça dit, je ne sais pas, il ne fait pas le pas vers la paix. Il n'a pas la culture de la paix. Et quand je pense qu'il fait partie des chefs d'État, il a gouverné 12 ans et dans l'ivresse du pouvoir, le monsieur veut prolonger quelques mois encore. Pour quel privilège? Qu'est-ce qu'il attend? Nous, ce qu'il a fait, il a découragé la jeunesse africaine et quand il est parti opposant pour venir là, on ne peut pas aujourd'hui faire confiance à un acteur de la classe politique pour dire ben, nous sommes contre ce qui se passe avec le pouvoir en place. Quand nous serons à la manette, nous allons mieux gérer. Et on vient faire 12 ans. D'accord. 12 ans dans, comment dirais-je, dans l'instabilité, des échauffourées par-ci et par-là tout le temps. Et on enferme des opposants. On fait des brimades de passé, donc Macky Sall n'est pas un bon gouvernant. Bon, c'est pas un bon président. C'est pas un bon président. On vous aura compris. Nous allons revenir au Bénin pour dire en quelques secondes la situation que vit actuellement le groupe de presse La Gazette du Golfe. La situation elle est déplorable parce que je crois que ils ont commencé par émettre, ils ont commencé par animer les médias depuis 1987. Si aujourd'hui, le promoteur en arrive à licencier son personnel de façon involontaire, parce que tant que c'est fermé, il n'y a plus de ressources qui rentrent. Oui. Et lui ne peut pas continuer à débourser ses moyens personnels pour l'incertitude parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Et ça me fait rappeler ce qu'a subi notre confrère Aboubakar Taka, et Takou plutôt. Le Béninois libéré. Aboubakar, son siège est resté scellé 2 ans. Il a payé ce loyer, il a subi. Sous l'ancien président Yahya Boni. Le Béninois libéré, ils ont scellé son siège, il a subi. Il y a 2 ans ou 4 ans. 2 ans, je crois, 2 ans. Et bon, après, ça a repris. Bon, les conséquences sont là. Si un temps, le Béninois libéré ou bien son promoteur avait l'objectif de quitter un point A ou un point T, en temps, ils l'ont arrêté au point C, il a passé du temps là. Peut-être c'est aujourd'hui, il est au point T. Et donc, l'avancement a été ralenti, les ressources également. Ça a joué sur le mental des journalistes qui étaient là avant. D'autres sont partis à autre chose, d'autres ont créé autre chose. Ben, une chaîne de télé, ce n'est pas une petite affaire. Golf, quoi qu'on le veuille ou non, Golf a une référence dans le monde des médias au Bénin. Beaucoup de nos aînés ont pris par là. Donc, Golf a beaucoup apporté. Et si par inadvertance, Golf a failli, quand on le dit dans notre dialecte, il pompe vieux, il pompe bas. Donc, quand on regarde l'enfant, il faut regarder la chicotte. Donc, ce que Golf fait... Et il y a aussi une anecdote qui dit il faut regarder le blanc pour couper dans le noir. Il faut regarder le blanc pour couper dans le noir. Non, et ce que Golf a fait, il a accusé de quoi? Apologie des coups d'État et autres. D'accord. Mais, bon, encore qu'on ne peut pas trop se prononcer sur ça, si l'affaire est pendante devant la justice ou bien si des tractations se font. Donc, le fait est là, on n'accuse pas M. Souman de licencier les gens. Et dans la foulée, on apprend encore que les comptes de Golf ont été gelés. On ne sait pas si c'est vrai. Le chef de l'État aussi, je crois,
a qualifié de malheureux ce qui arrive. Quand vous parlez de M. Soumanou, j'espère que ce n'est pas Nassirou Soumanou. Non, Le chef de l'État, c'est le promoteur de... Le chef de l'État, oui, parce que le chef de l'État a qualifié de malheureux ce qui arrive à Golf. Donc, on s'en tient à ça. Espérons qu'il y aura dénouement d'ici peu. Et parce que ça va de la vie des médias. Et vraiment, on ne peut pas se désolidariser ou bien se vivifier du sort de Golf. Merci beaucoup. Oui. Ben, écoutez, moi, c'est dommage. Vous avez 1 minute. Bien sûr, il a pris tout le temps. Quand vous êtes un journaliste, vous comprenez. Non. Le plus bavard sur notre plateau, c'est le consultant. Ça, nous, on le sait. Il consulte tout, de fond en comble. Je suis quand même assez peiné pour la situation. Là, vous venez de prendre 15 minutes, dans 15 secondes dans la minute. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis quand même peiné et j'espère très sincèrement qu'ils ont fait des recours. Et j'espère que la Cour, les différents cours où ils ont recouru, voilà, c'est ça, vont faire diligence et rapidement pouvoir statuer et puis les laisser démarrer. C'est dommage parce que, vous voyez, depuis 2017, c'est le chômage ambiant au Bénin, hein, et qu'on envoie encore des gens au chômage aux inégalités comme les personnes, licenciements collectifs, les techniciens, bon. C'est un peu dommage et on espère que ça ira d'ici là. On va prier pour eux. C'est ce à quoi ça donne tous les Béninois aujourd'hui. Priez. Merci beaucoup. Ce sera tout pour ce numéro du débat du jour. Pour lequel j'ai reçu 2 invités avec lesquels nous avons parlé de la révision, en fait, globalement de la sortie du chef de l'État. Et de sa sortie, nous avons abordé les points tels que la révision de la Constitution, la sortie des pays du Sahel, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de la CEDEAO. Nous sommes allés au Sénégal pour analyser la situation qui y prévaut et nous sommes revenus finalement au Bénin pour prêter flanc à nos confrères du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Et pour ce faire, j'ai reçu Anissé Tijo, éminent journaliste. Merci d'avoir été des nôtres. Et merci pour la fidélité à ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Et j'ai reçu également Guy Chafa, consultant en stratégie de communication. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir. J'espère que je peux toujours vous exprimer sur ce plateau. Je serai toujours là autant que faire se peut. Je rappelle aussi à ceux qui veulent intervenir sur ce plateau pour nous apporter leur point de vue par rapport à des sujets qu'ils peuvent nous joindre via WhatsApp ou par appel sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.